oblique externe. Et on va donc voir l'os coxal, la symphyse pubienne et contralatéral. On va retrouver notre ligament inguinal qu'on va voir à chaque fois. En fait, c'est un ligament, mais en fait, c'est comme un hamac. C'est comme un hamac qui a une certaine superficie. Donc, en fait, c'est un ligament un peu arqué, bien sûr, qui est uni, comme vous le savez, à la bandelette iliopectinée. Il va séparer cet espace en deux lacunes, ce qu'on appelle la lacune vasculaire, puisqu'on va retrouver l'artère fémorale, en dedans sa veine homonyme, donc c'est la lacune dite vasculaire. Et puis il y a une lacune musculaire qui est faite par le muscle psoas-ilien. Alors ce muscle oblique externe va retrouver bien sûr son aponévrose. Son corps charnu qui va s'insérer sur la crête iliaque et sa partie donc tendineuse qui va se bifurquer, va se diviser en fait en deux piliers. La gaine, bien évidemment, de ce muscle qu'on a coupé transversalement. On a coupé transversalement. Bien évidemment, c'est un muscle qui est oblique externe, donc dont les fibres sont orientées donc de dedans en dehors. Et puis également, ces piliers, c'est une condensation, une sorte de condensation, vous voyez, de cette aponévrose. Et ces piliers, l'un interne, l'autre externe, l'interne va s'insérer plutôt sur le pubis contralatéral, pilier interne du muscle oblique externe, le pilier externe du même muscle. Et c'est important donc que ces deux piliers vont aménager un orifice. L'orifice est l'orifice inguinal superficiel ou interne. L'orifice inguinal superficiel. Superficiel, et il va laisser passer, comme vous le devinez, ce pédicule du testicule ou le cordon spermatique. Bien évidemment, on peut toujours schématiser les muscles obliques internes, les muscles transverses, si vous voulez, pour embellir un peu plus le schéma, avec et ce muscle transverse, avec leur aponévrose, c'est en coupe transversale. C'est toujours schématique, évidemment. Avec à la face profonde toujours notre fascia transversalis, un peu écrasé, un peu trop écrasé, mais c'est pas grave. Et notre péritoine aussi. Donc tous en coupe transversale.
Et donc, en fait, quand on aura à découvrir le plan, la face supérieure, ben, on va couper cette aponévrose, on va sectionner, si vous voulez, à partir du sommet de cet orifice. Ben, en sectionnant, on va découvrir, en fait, la face supérieure de ce canal inguinal. Donc, face supérieure du canal inguinal, c'est-à-dire le tendon conjoint. Qui dit tendon conjoint, donc on aura à schématiser les deux muscles transverses et obliques internes. Toujours le même os coxal avec la ceinture pubienne et le pubis contralatéral. Encore toujours notre ligament inguinal, toujours cette qui représente la face inférieure. On ne va pas étudier à vrai dire, puisqu'elle y est à chaque fois. Le muscle, bon, je ne vais pas à refaire en fait, mais c'est pareil avec la lacune vasculaire et la lacune musculaire. On va avoir le muscle droit de l'abdomen, on va schématiser avec son aponévrose. Ces intersections tendineuses. Et puis ces deux muscles, l'oblique interne et le transverse, et dont les aponévroses vont passer, comme vous le savez déjà, en arrière du muscle droit de l'abdomen, dans les taches sous-ombilicales, le transverse aussi, pour constituer l'arcade de Douglas, et en bas le ligament interfovéolaire. Alors ce muscle, ou l'ensemble de ces deux muscles vont constituer en fait pratiquement l'orifice inguinal profond avec une partie charnue, puisqu'il s'agit du muscle oblique interne. Et c'est cette superposition du muscle oblique interne et transverse qui va constituer ce qu'on appelle le tendon conjoint. Là, c'est le tendon conjoint. Et on voit également apparaître, bien évidemment, le cordon spermatique. Au niveau de ce plan postérieur, en fait, on entrevoit déjà le plan postérieur qui est formé par le fascia transversalis. Comme d'habitude, vous avez le fascia transversalis en coupe transversale et le péritoine aussi qui couvre ce fascia transversalis. Bien évidemment, vous avez aussi un muscle qui part du bord interne et qui vient s'insérer sur le cordon, la médiale et l'autre latérale, à savoir, quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit là? Ces deux petits muscles, le crémastérie. Le muscle crémastère, crémastère interne et le crémastère externe. Le cordon spermatique. Et le cordon spermatique. Voilà donc pour ce qui est de cette face supérieure formée par le tendon conjoint.
pour retrouver la face postérieure du canal inguinal. Et on va bien sûr enlever tous les muscles qu'on a déjà vus pour ne laisser que ce fascia transversalis qui constitue le plan le plus faible de ce canal. Encore toujours l'os coxal, le ligament inguinal, la bandelette, iliopectiné, le muscle droit de l'abdomen, et bien évidemment vous allez retrouver notre derrière, notre arcade de Douglas qui vient circonscrire l'orifice inguinal profond ou externe. L'arcade de Douglas, le ligament interfovéolaire, qui constitue donc un renforcement quelque part du fascia transversalis, donc un renforcement du plan postérieur. Le fascia transversalis, on a envie donc de mettre tous les muscles pour ne laisser que le fascia transversalis et le péritoine évidemment. Et en fait, ce fascia transversalis a la caractéristique de se concentrer, en fait, comme un tourbillon qui va former la gaine, si vous voulez. Enfin, c'est l'issue du fascia transversalis à travers le ligament interfovéolaire pour donner la fibreuse commune du cordon. Et en fait, c'est ce fascia transversalis qui couvre en fait toute cette paroi. Donc, on le retrouve et il va se concentrer, si vous voulez, au niveau de ce ligament interfovéolaire qui couvre l'ensemble de la paroi postérieure pour se concentrer un peu en gaine, et il va former, donc ce fascia transversalis va former la paroi externe de ce cordon spermatique. On va garder un peu sa couleur. Et en fait, ce péritoine, bien évidemment, quand le testicule va percer le péritoine et le fascia transversalis, il se couvre en fait du fascia transversalis, mais le péritoine, il ne reste en fait qu'un reliquat, un petit cordon qui va se trouver dans le cordon spermatique. Je le schématise en fait, ce vestige. Le vestige donc du canal péritoneo-vaginal. Un petit renforcement de ce plan postérieur par ce qu'on appelle le ligament triangulaire, qui est issu de la gaine du muscle droit de l'abdomen, le ligament triangulaire. Bien évidemment, il y a aussi un ligament ici, c'est le ligament lacunaire, que vous connaissez déjà. Telle donc est la face postérieure la plus mince, la plus fragile, la plus, bien évidemment, l'arcade de Douglas. Il ne faut pas oublier le ligament interfovéolaire
et l'orifice inguinal profond. L'orifice inguinal profond, il est donc externe, postérieur et ossitué. Alors pour résumer peut-être et pour mieux assimiler ce canal, on va le voir sur une coupe dite transversale oblique. Vous allez certainement mieux comprendre par ce schéma. Donc le canal inguinal en coupe transversale oblique. Transversale oblique au fait parce qu'il est en chicane, donc on ne peut pas le prendre sous toute sa longueur, et donc il fallait incliner la coupe transversale en oblique pour pouvoir l'avoir presque en totalité. Alors, une attention particulière, bien évidemment, puisque on va retrouver un élément vestigial dont on a un peu parlé, qu'on a introduit, à savoir l'ourac. L'ourac, c'est un vestige du canal allantoïdien. C'est le canal qui relie la vessie à la cavité amniotique donc c'est l'ourac. Et puis il y a un autre repère qui est l'artère ombilicale. De façon générale, elle est vestigiale, elle est oblitérée, mais dans certaines situations, elle reste perméable. Et puis il y a l'artère épigastrique, là, qui est toujours perméable. Tous ces éléments sont couverts par le fascia transversalis, lequel fascia transversalis il va constituer le cordon spermatique, la fibreuse commune du cordon, si vous voulez. Fibreuse commune du cordon. En fait, qui n'est qu'une concentration, si vous voulez, de ce fascia transversalis au niveau du ligament interfovéolaire qui va donner, au fait, la gaine ou l'enveloppe du cordon spermatique. Les plans musculaires, on va retrouver, bien évidemment, notre muscle droit de l'abdomen. On va retrouver le tendon conjoint, donc qui est et la superposition du tendon du muscle transverse et du muscle oblique interne, qu'on va retrouver de l'autre côté. Le muscle transverse, je n'utilise pas les couleurs qu'on a déjà utilisées, mais vous allez bien sûr deviner. Donc, le muscle transverse et le muscle oblique interne. Vous avez également la polyvrose du muscle oblique externe. On va également retrouver en latéral, toujours bien évidemment avec leur gaine. La ligne blanche, cette ligne blanche qui est relativement épaisse et qui est constituée par les différents tendons. La ligne blanche. Alors, l'ourac, vestige du canal allantoïdien, le fascia transversalis, l'artère ombilicale, du côté droit bien sûr, l'artère épigastrique,
évidemment inférieur. Et on va retrouver en fin de compte notre péritoine qui va couvrir le fascia transversalis et il va s'arrêter au fait à cet orifice inguinal profond, puisque ça devient vestigial, ça devient le processus ou ce qu'on appelle le vestige du canal péritonéal. Et en fait, il n'est qu'un filament. Ce n'est qu'un filament en fait. Alors si vous voulez, on va couper, si vous voulez, le cordon. Donc c'est le vestige ou processus péritoneo-vaginal. On va retrouver aussi l'artère spermatique ou testiculaire qui est une branche de l'aorte et qui va bien sûr faire partie du cordon spermatique, avec bien sûr son plexus veineux correspondant. Pour terminer, il y a le fascia superficialis. Il y a bien évidemment la peau et la graisse sous-cutanée. Tel donc est le canal inguinal en coupe transversale oblique. Vous voyez donc au fait cet aspect en chicane, l'orifice profond, l'orifice superficiel, et puis donc bien sûr le cordon qui va continuer vers le scrotum pour aller irriguer et drainer le testicule. Mon dernier schéma est la coupe transversale du cordon spermatique, la constitution du cordon spermatique, si vous voulez. Du cordon spermatique. Bien sûr, vous allez le voir certainement plus tard en étudiant les organes génitaux avec les muscles crémastères de part et d'autre. On va retrouver bien évidemment notre élément noble du cordon spermatique qui est le canal déférent, c'est le canal qui va ramener les spermatozoïdes du testicule vers les vésicules séminales, le canal déférent. Le canal déférent a son artère, c'est l'artère déférentielle qui lui est accolée. On va également retrouver l'artère spermatique qui vascularise le testicule. Artère déférentielle. Le muscle crémastère interne. Et notre vestige donc du canal péritonéo-vaginal. Et tout autour, il y a un ensemble de veines, un plexus veineux autour de la spermatique, mais aussi autour du canal déférent, à savoir le plexus veineux postérieur et le plexus veineux antérieur. Sans oublier bien sûr un nerf qui va suivre le cordon, le nerf ilio-inguinal,
est accolée et tout chirurgien doit essayer de l'aménager pour ne pas entraîner une anesthésie de la région inguinale. Il y a un nerf qui chemine à la face postérieure de ce cordon qui est le nerf génito-fémoral, qui innerve bien sûr les organes génitaux externes. Le nerf génito-fémoral et le nerf ilio-inguinal. Voilà donc pour ce qui est de ce canal inguinal. On a terminé en essayant de vous expliquer en fait la hernie, comme on a dit tout à l'heure. La hernie, c'est le fait que ce vestige ne se ferme pas, il reste communicant. Il reste communicant. Et quand il reste communicant, le contenu de la cavité abdominale, bien évidemment ça c'est la cavité abdominale, il peut y avoir issu d'un intestin. L'intestin va rentrer au fait dans ce sac, et c'est là où au fait ça devient douloureux, où l'intestin peut se tordre, et donc ça devient ce qu'on appelle une hernie étranglée. C'est pour ça que toute hernie doit être opérée, quel que soit son siège. Je vous remercie.